Que dire après les brillantes interventions de Maître Lanciné Silla, mon professeur du cours de procédure pénale? Que dire si la pertinence, la solidité, la consistance de son argumentaire ont déjà mis KO le ministère public qui fait pitié à la défense? Monsieur le Président, honorables assesseurs, après les pertinentes interventions, répliques de la défense, nous pensions que le ministère public allait fouiller dans ses gibecières pour nous sortir des arguments de droit. Mais en lieu et place des arguments de droit, on nous a opposé des arguments d'autorité. Mais ce n'est pas la défense qui va souligner au tribunal qu'ici, c'est la force des arguments qui prime et non l'argument de la force. Un représentant du ministère public, dans un ton musclé, a fait savoir que les avocats de la défense n'ont pas fait preuve de compassion à l'égard des victimes, raison pour laquelle ils sont en train de contester les réquisitions aux fins de réqualification qu'on nous a jetées à la figure. Ce n'est pas un argument de droit. Ici, nous ne sommes pas des tailleurs, nous ne sommes pas des figurants, nous ne sommes pas des décorateurs. Nous sommes des avocats qui sont soucieux de la plénitude de l'exercice de leur sacerdoce. Nous ne pouvons pas laisser passer n'importe quoi. Nous ne le faisons pas parce que nous avons peur d'affronter la réqualification réclamée. Nous le faisons parce que juridiquement irrecevable et mal fondé. Et nous ne pouvons pas, dans le désir de faire plaisir à qui que ce soit, fermer les yeux sur cette illégalité, cet abus de procédure. Monsieur le Président, qui peut enseigner aux avocats de la défense la compassion? Quand, dans les débats ici, un représentant du ministère public se moquait de l'âme de feu Makambo, quand il interrogeait un accusé, en souriant, en se moquant, pour savoir comment Makambo a été exécuté. Qui peut enseigner la compassion à la défense? Monsieur le Président, la compassion est déjà habitée par la défense. Et même par l'accusé que nous défendons, le capitaine Moussa Dadis Camara. On l'avait dit ici, la preuve contraire a été rapportée et depuis là, personne n'en parle. Monsieur le Président, on a voulu aussi enseigner à certains avocats de la défense que quand on est avocat, on ne doit pas épouser une cause. C'est vrai, je suis d'accord avec le ministère public. Un avocat qui épouse une cause va raisonner par le cœur. Et par le cœur, on ne raisonne pas. Le cœur ne raisonne pas. C'est la raison, c'est la tête qui raisonne. Le cœur ne raisonne pas. Je suis d'accord avec le ministère public. Mais quand le ministère public épouse une cause, il cesse aussi d'avoir la raison. Et nous pensons malheureusement, dans cette affaire, que le ministère public est passé à côté de sa mission, qui est celle de représenter la société. Quand on a pour vocation de représenter la société, on a pour vocation unique et principale de requérir l'application de la loi. L'application de la loi se fait en toute objectivité. On ne le fait pas en servant des intérêts particuliers. On ne le fait pas en se servant de la justice pour régler des comptes à un accusé.
On ne le fait pas en s'abritant intelligemment derrière ses prérogatives pour garantir l'impunité pour un groupe d'individus et l'acharnement contre un autre groupe. Dans ce dossier, je l'ai rappelé quand j'avais pris la parole pour répliquer aux réquisitions du ministère public, que si le ministère public était sérieux dans le cadre de la requalification pour revendiquer la responsabilité des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires, devrait commencer d'abord par engager des poursuites au même titre qu'il a fait contre Bienvenu Lama, Jean-Louis et tant d'autres, contre tous les chefs militaires de la police et de la gendarmerie à l'époque des faits. Mais Monsieur le Président, nous l'avons tous déploré ici, nous l'avons critiqué, nous avions fustigé ces 2 poids, 2 mesures. Comment peut-on sérieusement faire entendre cette réquisition allant dans ce sens pendant que ce ministère public est incapable de faire exécuter des commissions rogatoires qui ont été établies à l'endroit du ministre de la Défense à l'époque des faits? Comment peut-on sérieusement faire prospérer une telle réquisition si les corps qu'on reproche ont leurs responsables qui continuent à se promener librement? Bon, on reste, s'il vous plaît, on va rester dans le cadre des répliques strictes aux réquisitions qui ont été faites. Monsieur le Président, je suis dans ma logique et j'en viens. Je suis en train de terminer cette partie. Allez-y, parce que vous restez, je vous ai laissé parler, c'est parce que vous êtes en train de perdurer dedans, c'est pourquoi je vous interromps. J'en viens, Monsieur le Président, et je suis dans ma logique qui consiste à critiquer les réquisitions du ministère public. Comprenez le sentiment de la défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, donc, nous avions dit et déploré que ces réquisitions, en réalité, en vérité, ne visent même pas tous les 11 accusés. Ces réquisitions visent en vérité le capitaine Moussa Dadis Camara. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Mais il faut voiler la face. Il faut maquiller cet acharnement-là pour faire un semblant de requalification à l'égard de tous les accusés. C'est ce que nous voulons démontrer, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, nous allons encore revenir, cette fois-ci avec de nouveaux éléments. Le confrère Lansiné a presque tout dit. Sous la chose jugée et le principe de la légalité des délits et des peines. Maître Lansiné Sylla, dans son intervention pertinente, vous a parlé de la définition dans le droit positif guinéen de la chose jugée, consacrée à l'article 996 du Code de procédure pénale. Il en a suffisamment développé. Je vais, n'est-ce pas, m'abstenir de développer ce qu'il a déjà bien dit et très bien dit. Et, Monsieur le Président, honorables assesseurs, j'ai entendu accessoirement, à l'issue de l'intervention du ministère public, un confrère de la partie civile, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup d'estime et de respect, dire qu'il n'y a pas chose jugée quand il s'agit d'une décision rendue à l'instruction préparatoire. Est-ce que ça veut dire que les décisions rendues par un juge d'instruction, la chambre de contrôle de l'instruction, la Cour suprême n'est pas un acte juridictionnel?
On vous a défini ici ce que c'est que la chose jugée, les éléments constitutifs de la chose jugée. Je ne vais pas revenir sur ça au risque de me répéter et abuser de votre attention. Monsieur le Président, le confrère également a parlé de l'ordonnance de requalification, de non-lieu et de renvoi devant la juridiction de ce siège. Là encore, j'avais prévu d'en parler, mais le confrère a tellement bien dit que je ne peux pas me permettre, n'est-ce pas, d'abuser de votre attention sur ce point. Il a dit que cette ordonnance résume 3 décisions. Une décision de non-lieu, une décision de requalification, une décision de renvoi. Il y a un seul point qui m'intéresse, sur lequel je veux épiloguer. C'est la décision de requalification. Cette décision de requalification a l'intérêt d'avoir définitivement tranché une question de droit. Une question de droit. Cette question de droit tranché a fait l'objet de contestation jusqu'à la Cour suprême, qui a construit une jurisprudence qui doit guider votre décision. Monsieur le Président, lorsqu'on vous demande de contredire la plus haute instance judiciaire du pays, on n'est pas en mesure de vous dire sur la base de quel texte, derrière quelle disposition légale vous pouvez vous abriter pour remettre en cause une question de droit, une question d'interprétation du droit qui a été définitivement réglée par la plus haute instance judiciaire du pays. Quelle serait l'utilité d'exercer un recours contre une décision de requalification si ce n'est pour obtenir une décision définitive? Si les décisions rendues à l'instruction préparatoire ne peuvent pas être revêtues de la chose jugée, mais personne ne ferait appel d'une ordonnance de requalification. Personne. Parce qu'on aurait dit, ce n'est pas la peine d'aller devant la chambre de contrôle, parce que même devant le tribunal, on peut revenir sur ce que le juge d'instruction a déjà décidé. Le droit, c'est aussi une question de bon sens. Et j'ai comme l'impression que ce bon sens a quitté ce prétoire. Monsieur le Président, le ministère public, par la voix du magistrat très pertinent, que j'aime souvent et affectueusement appeler le magistrat polyvalent, a appuyé ses réquisitions sur les articles 703 et 724 du Code de procédure pénale. L'article 703 du Code de procédure pénale dit ceci. Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale du 18 juillet 1998, ratifié le 14 juillet 2003, la République de Guinée participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le président Tite. Mais nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous ne sommes pas devant la CPI. Et quand on parle de la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Je n'ai plus besoin de dire qu'à l'époque des faits, cette infraction n'était pas internalisée. Mais Monsieur le Président, il faut qu'on arrête de se moquer du tribunal. Il faut qu'on arrête de se moquer de nous. Ce procès est très sérieux et il faut qu'on le prenne au sérieux. Nous devons donner le bon exemple et nous espérons que ce bon exemple viendra par la pertinence des arguments, des motivations qui vont ressortir de la décision à intervenir.
Il faut que le ministère public comprenne qu'il ne peut pas à tout moment et à souhait manipuler la justice comme il le veut. Je l'ai rappelé ici que c'est le même ministère public qui a réclamé et obtenu à travers ses réquisitions du 11 décembre 2017 la requalification des faits. Il n'a pas exercé de recours contre cette décision. Comment d'un seul coup et à tout hasard, ce même ministère public peut se raviser encore pour revenir devant vous pour dire « Oh, je m'étais trompé et je veux qu'on revienne sur ce que je vous avais demandé. » C'est pourquoi j'ai dit, on doit vous respecter. On doit respecter le tribunal. Qu'on arrête de se moquer du tribunal. Monsieur le Président, je vais aller directement sur le second point, parce que honnêtement, je n'ai pas envie de répéter ce qui a été bien dit par mon professeur Maître Lansana Sylla. Pour revenir sur le principe de la légalité, cette fois-ci avec de nouveaux éléments. Vous savez, Monsieur le Président, hier, nous avons entendu un docteur en droit public, confrère de la partie civile, nous enseigner ici à sa manière, pour dire que la signature, la ratification, l'approbation et la publication au journal officiel d'une convention internationale suffit pour que cette convention entre en vigueur. Maître Lansana Sylla vous a démontré la particularité du droit pénal, et je vais me permettre d'y revenir avec de nouveaux éléments, qui n'est pas comme les autres disciplines. Et pour les publicistes, je pense qu'il y en a dans votre composition, ils savent que même si une convention internationale est ratifiée, publiée de façon régulière, son acceptation n'est pas toujours automatique. Il y a des conditions de mise en œuvre qui doivent être procédées à l'interne pour que cette convention soit acceptée. Parlons du statut de Rome. Dans le préambule du statut de Rome, je vais m'intéresser particulièrement aux paragraphes 4 et 6 du statut de Rome. Il est clairement dit au paragraphe 6 ceci, qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux. Ce paragraphe du préambule est repris des recommandations du coordonnateur du texte que je viens de citer, notamment au chapitre 8 des clauses finales. Et en plus, vous avez le paragraphe 4 qui consacre l'obligation de chaque État de prendre des mesures dans le cadre national afin d'assurer la répression des crimes les plus graves. Et le 6e paragraphe que je viens de citer, Monsieur le Président, honorable assesseur, réfère un devoir des États de faire juger les représentants et les crimes internationaux par leur propre appareil en l'internalisant d'abord. Monsieur le Président, dans l'espace conventionnel du statut de Rome, l'interprétation de ces dispositions relève de la Cour pénale internationale elle-même. Vous serez d'accord avec moi quand vous alliez faire dans la lecture, quand vous allez faire dans le secret de vos délibérations, lecture des dispositions de l'article 77 du statut de Rome. La mise en œuvre de ces peines est du domaine exclusif de la Cour pénale internationale.
Et vous verrez même par endroits qu'en prélude à la fixation des peines, le statut renvoie au règlement intérieur de la Cour. Est-ce que nous sommes devant la Cour pénale internationale? Il faut qu'on ait le courage de rappeler ici que l'intérêt de la ratification et de la publication de ce statut au journal officiel n'est que la reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale. Malheureusement, la Guinée n'avait pas accompli son obligation vis-à-vis de cette convention avant le 28 septembre 2009. Nous serions là pour discuter du statut de Rome si nous étions devant la Cour pénale internationale. Mais nous sommes devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à Kaloum. Monsieur le Président, je vais aller un peu plus loin pour rappeler les dispositions de l'article 80 du statut de Rome qui dit ceci. Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne. Ça, c'est le statut de Rome qui parle. Ni l'application du droit des États, ni l'application du droit des États qui ne prévoit pas les peines prévues dans le présent. Le statut de Rome que vous voulez appliquer vous dit que ce chapitre ne fait pas obstacle à l'application des peines prévues en droit interne, encore moins le droit interne. Vous voulez remettre en cause le code pénal en vigueur à l'époque des faits sur la base de quel argument juridique? Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Le texte sur lequel il se base, ce texte, n'est-ce pas, le rappel, qui ne peuvent pas remettre en cause l'ordre juridique à l'époque des faits. Ce n'est pas maintenant qu'il faut inventer un droit pénal à la guinéenne. Monsieur le Président, on a rappelé ici un exemple terre à terre des actes uniformes WADA pour créer le parallèle entre la démarche du ministère public et la vérité juridique dans ces débats. Contrairement au statut de Rome, le traité OHADA a prévu en son article 10 l'application directe, la primauté du droit OHADA sur le droit national. C'est clairement précisé. Ce n'est pas la même chose pour le traité de Rome. Pour que cette convention soit acceptée en droit interne, il a fallu légiférer. Maître Lansiné Sila a pris soin de rappeler ça. Monsieur le Président, honorables assesseurs, Maître Lansiné vous a parlé de la territorialité qui implique la souveraineté des États. Je ne suis pas publiciste, mais ce que je dis n'est pas une invention. Ce que je vais dire n'est pas une invention. Ça vient d'un éminent publiciste. Et je pense que dans ce prétoire, au sein du tribunal, il y a des publicistes. Parmi nous, il y a des publicistes. Dans le public, il y a des publicistes. Ceux qui nous suivent à distance, il y a des éminents publicistes qui certainement vont écouter et donner le moment venu où qu'il faut la vérité scientifique dans cette affaire. Je suis tombé à tout hasard sur un ouvrage en droit international public intitulé « La fragilisation de la légalité par l'effet des droits internationaux et européens ». Et je me suis donné la peine de relever ceci. Je cite. La puissance répressive, partie essentielle de la souveraineté interne, n'est pas objet de négociations internationales.
chaque peuple, quand il punit sur son territoire, tient son droit de lui-même et non d'aucune convention diplomatique quelconque avec une autre puissance. Il punit et il peut punir parce qu'il a intérêt direct, parce qu'il a un intérêt direct et un intérêt propre. Je me limite là. Que ceux qui m'écoutent consultent les plus grands juristes publicistes internationalistes si ce n'est pas cette règle qui gouverne l'applicabilité de toutes les conventions internationales ratifiées par les États. C'est la règle d'or qui caractérise la mise en œuvre de toutes les conventions internationales. Je vais conclure mon propos pour exprimer une certaine inquiétude. Nous avons entendu la partie civile. Nous avons entendu le ministère public. Ils se sont exprimés sans aucune démonstration juridique, mais avec une assurance inédite. Je me suis à un moment donné posé la question, est-ce parce que le ministère public loge dans le même hôtel que le tribunal ou qui sont transportés dans le même bus du tribunal à l'hôtel, de l'hôtel au tribunal, qu'il peut aussi se sentir assuré? Est-ce que c'est parce qu'il se sent aussi proche dans ces conditions à l'hôtel comme dans le bus et même ici au tribunal qu'il peut être aussi rassuré comme ça? Ça m'a amené un peu à revenir sur ce qu'a rappelé ici Maître Paul Yomba, que s'il était possible de corriger cette erreur du menuisier, pour éviter même que les justiciables ne confondent le tribunal au parquet, dans ce procès, il serait bien de le faire. Ils sont habillés en robe rouge, comme vous, et nous en robe noire. À un moment donné, on pense comme si c'est le tribunal. Mais Monsieur le Président, sachant bien que vous êtes mieux édifié, mieux placé que quiconque pour faire la part des choses, nous vous faisons confiance. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, avec espoir que vous allez dire le droit dans toute sa plénitude, sans parti pris. Monsieur le Président, je vais simplement rappeler ce que j'avais dit la dernière fois. Jugez, vous serez jugés. La communauté scientifique internationale, le peuple de Guinée au nom duquel vous rendez justice, attend impatiemment la réponse que vous allez donner à cette question. Je vous remercie.